podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un gars que j'ai reçu en début d'année, qui a eu une saison de feu. Ça me faisait vraiment plaisir de le recevoir une deuxième fois. Ça a été un coup de cœur en plus du podcast. Il a vraiment eu une belle progression cette année. Donc, bienvenue sur le podcast Aurélien Tortet. Puis merci beaucoup de réavoir accepté l'invitation. Et une deuxième fois, merci Jeff, je suis toujours très content de te parler. Ah ben ça fait toujours plaisir. Première chose là, que je veux vraiment mentionner en intro de jeu, c'est que si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé jusqu'à 2022 là, dans le parcours d'Aurélien, c'est l'épisode 66. Puis aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'année que tu as passée à présent. Ouais. Donc, super. Comment ça a commencé ta saison 2023? Ben, nous, on s'était parlé, ça plus c'était environ janvier, février, c'était encore en période, je pense, de ski. Puis, Exactement. je planifiais une saison un peu différente des autres. C'est-à-dire que je voulais mettre plus de volume, plus de choses dans mon entraînement pour justement changer puis passer un petit cap cette année. Finalement, le cap était un peu plus intéressant que ce que j'avais prévu, mais ça, on en reparlera après. Puis, fait que je m'étais dit: «OK, je vais builder up par ce qu'ils font déjà, commencer à faire des plus grosses sorties», tu sais, des sorties de 50 kilomètres le week-end, samedi, dimanche, voire vendredi, samedi, dimanche. Et que ça a vraiment bien marché. C'est comme ça que j'ai commencé ma saison dans le fond, préparatoire là, mais quasiment pas de course à ce moment-là. Tu sais, avec mon Puis, chien, je faisais du canicross, mais tu sais, genre 2 fois semaine, là, c'était pas, OK. Puis ce qui est bon, en fait, du ski de fond, c'est que ça booste vraiment le VO2 max. ouais, ouais, c'est un sport qui est déjà très complémentaire à la course et le vélo, c'est très musculaire. Puis là, moi, je pratique les deux techniques là, le classique et le skate, fait que les 2 ont des avantages, différents au niveau musculaire, mais au niveau cardiaque, c'est juste incroyable. Tu es capable OK? vraiment de te pousser à un niveau d'intensité assez élevé. Surtout bah, moi, j'ai une petite préférence pour le skate là, c'est le plus rapide, mais c'est celui que tu es capable de vraiment pousser le la machine plus loin et plus longtemps. Dans le fond, si jamais tu arrêtes de skier, tu avances pas vraiment, que le classique, tu peux quand même c'est un peu différent l'effet que ça donne. Mais quand tu fais des grosses séances de skate, mettons un bon 2 heures là, moi j'arrive ça à peu près à 3,10 du kilo, tu es explosé là, tu es quand même, c'est pas la vitesse ne reflète pas un peu la même vitesse que la course, mais en termes d'intensité, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est quand tu finis une saison de ski de fond, bon la transition à la course devient un peu plus dure si tu as vraiment coupé comme moi j'ai fait cette année, tu as quand même une transition qu'il faut quand même, prendre progressive, mais par contre tu as quand même un cardio et des en tout cas, une condition physique qui est assez extraordinaire que j'ai découvert il y a 3-4 ans quand j'ai commencé le ski de fond. Et c'est pour ça que chaque OK. saison, je continue à en faire parce que je trouve que ça me développe énormément. Puis j'aime ça aussi, ça fait une coupure mentale à la course, puis, bah, ça fait permet de profiter tu sais, de l'hiver ici qui est vraiment magnifique. Heu, donc c'est ça, j'ai commencé comme ça ma saison avec le ski là. Mais question pour toi, là, quelqu'un qui veut s'initier au ski de fond, là, moi, ça fait. Ben, je l'ai refait quelques fois, là, mais tu sais, je me suis pas équipé pour la peine. Mais je crois que le classique, c'est un petit peu mieux pour s'y mettre, hein? Ouais, on considère souvent que le classique est plus facile parce que, mettons, tu verras beaucoup de gens qui vont être capables de faire je vais exagérer un peu, mais de la marche avec leur ski, là. Si jamais Ouais, ouais, ouais. ils veulent pas pousser, mais puis c'est quand même celui qui est le plus facile en termes de technique. Par contre, une fois que tu as atteint un certain niveau en classique, c'est plus difficile d'aller plus loin. Tu sais, moi, je bloque là-dessus, puis c'est Ouais. connu que le classique, pour aller vite en classique, ça demande une précision technique qui va être difficile pour atteindre la même vitesse en skate. En skate, OK. la technique de base est plus difficile, ça demande un peu plus de patience. Par contre, très rapidement, tu vas être capable de progresser et d'avoir une très bonne vitesse. Et après, bah, continue à progresser toujours dans le détail. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le ski de fond, c'est un sport de technique aussi. Peut-être pas autant que la natation, mais ça reste quand même un sport de technique. Fait qu'il faut pas juste aller skier pour aller skier si tu veux performer ou t'entraîner on va dire en condition physique. Faut quand même se concentrer au début sur la technique.
Donc les premières saisons que tu commences, notamment la première saison, c'est important de se dire: «J'y vais, mais il faut pas que je regarde ma montre, faut pas que je dise: «Faut que je fasse tant de kilomètres», il faut juste que je pratique ma technique et Comme après une une fois cette première technique est là saison de course, là. comme une première saison de course, mais souvent les Ouais, gens vont dire: «OK, bah, c'est skier, c'est bon, je sais avancer, fait que là je vais commencer à skier». Non, concentre-toi ouais. d'abord sur la technique avant de décider d'aller vite parce que tu avanceras pas vite si tu es pas bon en technique. Mais une fois que tu as appris la technique là, puis tu es assidu là-dedans, c'est extraordinaire. Puis dis-moi, toi, as-tu eu quelqu'un pour te coacher pour la technique ou t'es plus allé Non, non, ben, autodidacte? j'ai eu des amis, j'ai Ouais. eu 2 amis qui m'ont coaché, les uns après les autres. Il y en a un qui m'a donné un tout premier cours de classique, à la frontale, à 17 heures le soir, et cetera. J'ai un autre ami qui m'a redonné aussi des cours, mais tu sais, on va se croiser 3 fois dans la saison. Ils vont regarder comment je skie, puis ils vont me dire: «OK Aurélien, mets plus ton buste droit, tu sais, appuie tes omoplates et cetera, fais comme ça, glisse plus sur tes skis». Tu sais, des petits conseils, mais c'est Ouais, pas un ouais. cours privé que je vais prendre. Malgré tout, tu sais, moi, j'aime tellement le ski, puis j'aime beaucoup leurs conseils. C'est des amis qui ont vraiment beaucoup d'années de ski derrière eux, puis qu'ils ont l'œil pour ça. Donc je vais me concentrer énormément sur leurs petits détails qu'ils vont me donner pour essayer de performer. Puis à chaque fois que je les fais et c'est fou là, tu sais, tu vas les 3, 4, 5 premières séances, tu vas être concentré là-dessus, puis c'est difficile. Puis d'un coup, pam, tu pognes le truc, puis là, ça va tout seul, puis tu as gagné des secondes au kilomètre, là, puis c'est fou, là. OK, OK, super. Puis, comment s'est passée ta transition, ce qui te font plus de courses? Ben, transition a été brutale parce que dans le fond, j'ai eu une chute, fin de février, un soir à la frontale, là, je me suis luxé l'épaule sur une piste de ski. Ouh! Fait que ça, c'était pas mal, ben, brutal, douloureux aussi, là. Fait que là, ça techniquement, j'étais censé finir la saison de ski de fond comme 2, 3 semaines plus tard, puis commencer la transition justement à cette période-là pour la course. Mais là, avec la luxation, j'avais, pas le droit de courir, j'avais pas le droit d'impact pendant, je pense, 2 ou 3 semaines. Puis j'avais une attelle pendant 2 semaines. Fait que là, du jour au lendemain, j'ai arrêté tout le ski. Bon, il y avait une journée où j'ai pris off parce que tu es sous médicaments, morphine et tout ça. Mais bon, j'ai pas coupé très longtemps, j'ai coupé une journée. Mais le surlendemain, tu sais, je me suis réentraîné après sur Zwift, là, donc c'est en vélo intérieur avec des tu sais, l'application, là. Ouais, ouais, ouais. J'avais un elliptique à la maison, j'en ai fait aussi. Je continuais à ce moment-là, je faisais aussi du renfo avec ma kiné, fait que j'ai continué ça. Donc là, pendant 2 semaines, c'était principalement, du Zwift parce que je n'avais pas de droit d'impact. Après 2 semaines, on m'avait dit: «Ah, tu peux reprendre la course à pied doucement là, avec une attelle et tout». Donc c'est là, à partir de 2 semaines, donc c'est mi-mars, que j'ai recommencé la course. Puis tu sais, la première semaine, c'était vraiment des 5, 10 kilomètres. Fallait que je vois mon épaule, comment elle réagissait, savoir si j'avais une douleur. Puis comme je recommençais la physio à ce moment-là pour l'épaule, tu sais, je pouvais pas me permettre de tomber, c'était encore gelé à ce moment-là, Ah ouais. mi-mars. Puis, je pouvais pas me permettre de faire des intensités non plus parce que mon bras, faut pas qu'il se balance n'importe comment. Fait que ça m'a attendu, je pense, début avril avant de réellement faire on va dire une transition de course, mais tu sais, j'étais à loin de j'étais un peu loin comparé aux années précédentes, à ce moment-là en termes de technique de course. J'avais une bonne forme, mais il a fallu être patient pour retrouver des sensations là. Tu sais, mettons, j'avais fait le demi-marathon, je pense c'est quoi? Saint-Jean-de-Richelieu, qui est mi-avril, puis, tu sais, tenir un 3,30 du kilo, j'ai peiné là. Tu sais, c'était quelque chose qui était difficile pour moi, parce que justement les jambes, passent de 2 mois de ski de fond où c'est extrêmement musculaire puis pas d'impact, à Ouais, 2 ouais, ouais. semaines où là, c'est juste intensif sur le vélo parce que j'avais besoin de me dépenser pareil, mais c'est un autre muscle, puis c'est une autre technique pour les jambes. Puis bam, 2 semaines après, je recommence avec la course. Fait que c'était un mois de transition là qui était vraiment difficile, puis, j'étais là, je comprenais pas pourquoi j'avançais pas là. Bon, d'un coup, au bout d'un moment, à force de courir là, ça s'est débloqué, mais, c'est ça, c'était une transition assez particulière. Puis après ça, j'ai commencé à builder up mon entraînement. Tu sais, mettons ma 2e semaine de course, j'étais déjà à 100 kilomètres de course. La troisième à 115, puis là, c'est peut-être aussi mes erreurs que j'ai fait cette année, là, c'est que j'ai buildé trop vite la course. Puis tu sais, 2 mois après, je l'ai payé par une blessure. Mais tu sais, j'ai monté progressif, puis, je faisais après 125, 130, puis je suis monté, je pense, jusqu'à des 140, pendant plusieurs semaines, mettons mois de mai, mois de juin. OK. Heu, à travers J'avais fait un marathon de Drummondville mi-mai, Ouais, ça mi s'était quand même bien passé. ça t'était bien passé, surtout, bah, c'est ça, je reprenais même pas 10 semaines avant, je reprenais la course. Fait que pour une reprise aussi courte, mettons, là, tu t'espères pas des chronos de fou, là. Fait que j'avais fait 2h37, c'était ce qui était correct Ben pour non, mais le temps que j'avais de prépa, mais ouais, bon, ouais. c'était pas un parcours hyper rapide, là, tu faisais 2 fois la loupe du même parcours, fait que tu rencontres des gens, c'était vraiment pas l'idéal. Il y a un 15 Non, kilomètres. mais c'est comme Boston qui est tellement tôt en début de saison, c'est impossible ou C'est presque ça, d'avoir un exact. chrono quand tu habites au Québec, au Canada, Ben, c'est d'avoir difficile. ton meilleur chrono.
Exact, exact. Puis là, tu sais, surtout en courant, genre 10 semaines avant, tu as quand même une transition, tu sais, quand tu commences à 10 semaines où déjà tu dois transitionner dans la course, faut pas espérer avoir plus de 4 semaines de qualité avant le marathon, parce qu'après tu as les 2 semaines où tu es censé réduire ton volume. Fait que, tu sais, ça me laissait pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire quelque chose d'intéressant. Mais Ben ouais. ça s'est quand même bien passé. Je veux dire, j'étais content pour un marathon. Est-ce que j'aurais dû faire ça finalement? Je le sais pas, mais j'étais inscrit, puis ça me faisait plaisir de courir un marathon. Ça fait une expérience supplémentaire sur la distance. Puis, puis c'est ça, fait que somme toute, tu sais, j'ai pas eu tant de courbatures après, puis j'ai pu continuer à m'entraîner derrière. Fait que là, la saison avait commencé comme ça, jusqu'au mois de mai. Après ça, j'avais décidé cette année, j'avais quand même pris une décision, c'était comme à la base, de ralentir le vélo. Et jusqu'au mois de juin, j'ai touché au vélo, mais pas tant, tu sais, mettons 3 fois semaine, puis pas des grosses sorties. Là, je privilégiais vraiment la course. Hem, Puis là, j'avais enchaîné, suite à ma blessure justement à l'épaule, j'avais dit: «J'arrête le trail cette année», parce que c'était un sport à risque le trail, si jamais je tombais, je pouvais me reluxer l'épaule. C'est ma deuxième luxation là, fait que si jamais je retombe, ça aurait été une troisième luxation. Fait que j'ai décidé, on s'en était parlé au mois de janvier, qu'à la base, je voulais faire le QMT 50, et possiblement aussi le 50 kilomètres du trail du Grand-Duc. Quand je suis tombé, j'ai cancellé les 2 courses parce que c'était trop risqué pour moi. Là, je m'étais dit: «Je peux pas faire de la trail», parce que c'est ça, j'aurais pas trop de plaisir, j'aurais dû, tu sais, être sur mes gardes tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Fait que finalement, j'ai remplacé ça par, le demi, du Tour du Lac Brome. Bah, c'est là on Ouais. s'est croisés Ouais, avec ouais, que j'ai le commencé départ, 10 minutes chaotique. en retard. C'est ça, juste l'anecdote là, je sais pas si tu l'avais raconté dans un autre épisode, mais, Ouais, quand ouais, c'est ouais, parti, ouais. même moi, j'étais parti, je pense, bah, le départ était sonné comme 4 minutes d'avance. Il y a eu une Ouais. espèce de couac avec le temps, je sais pas, le temps annoncé sur le site versus sur les mails versus, Puis moi j'étais dans le défi marathon, puis j'avais fait le demi la veille, mais c'était le déluge, il y avait plein de mmh, monde qui se sont pas pointés. Puis j'étais parqué sur le site, mais je savais que l'événement comme mère, c'était vraiment le le, dimanche. le dimanche, qui est le Tour du Lac. Mais moi, j'avais jamais fait les deux. Mmh Puis à l'époque, quand j'avais fait c'était le 9 km trail que j'avais eu un dossard gratuit, ben le stationnement, il était genre à 500 mètres du mh. départ. Fait que là, moi, j'ai tout pris ça pour du cash, tout acquis, tu sais. Fait que le matin même, là, je suis stationné à 2,5 km du départ. Là, le départ a été quoi, 10 minutes plus tôt? 5 minutes plus tôt, je pense. Ouais, 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 ouais. Fait que là, 9h05 ou 9h10 ou je quelque chose vois du comme ça. monde passer, tu sais, je vois votre gang. Fait que là, je commence, c'est le monde du 5, tu sais. Ouais, je vais jogger un peu pour me rendre au départ pareil, tu sais. Ah ben, tabarnouche, là, je vois les dossards d'amis. Ah ben, calique. Fait qu'on était deux à partir les derniers. Ouais, mais moi, j'étais parti avec Alistair, je discutais avec Alistair Gardner c'était sur la zone de départ, là, mais à côté, il y avait des stands, là, puis Ouais. on jasait, puis on se dit: «Tiens, on va se rapprocher de la ligne». Puis au moment où on commence à passer les barrières, on écoute le décompte, genre 10, 9, et cetera, puis on comprenait pas parce qu'on techniquement, on avait 5 minutes encore pour nous échauffer ou fait que là, nous, on a dû slalomer un peu pour se retrouver dans les premières positions. Mais il y en a plusieurs, qui étaient comme ça. Puis justement, je me souviens, on fait le tour, puis, on avait une espèce de petit aller-retour, avant de commencer le vrai parcours, mettons. Puis c'est là où je t'ai croisé, je fais: «Bah, et Ah il est là oui. JF», puis là je me dis: «Bah mince, lui aussi il a loupé». Là je m'étais dit: «Bah attends, tu habillé, je voyais ton dossard», je me dis: «Ah non, il a loupé, c'est sûr là». Puis là je m'étais Alors, j'étais en train de c'était. calculer à la vitesse où on courait, je me dis: «OK, c'est quelle distance qu'on est?» Là je regarde ma montre, OK, je me dis 500 mètres minimum, tu sais? Je me dis: «Eh là là, le temps de rejoindre le départ pour repartir après» et tu as loupé un temps, Ouais, c'est pas grave, c'était juste vraiment drôle, là. mais Fait fait que que, j'ai fait celui-là. Heu, Celui-là, il y avait encore un bon peloton, sub-élite, mettons. Il y avait 2 élites dedans qui étaient François Jarry puis, Marc-Antoine. ouais. Heu, Puis en Fait que là, plus, quand il y a je un bon dénivelé, hein, quand même. ouais, 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 je pense que c'est proche de 190, je pense, mais c'est surtout que ça arrête jamais, en fait. Ça fait juste monter, descendre, monter, Ah, descendre. c'est ça, c'est toujours des ballons, là. Puis la 2e section, il y a quand même 2 belles côtes à la fin, bah, côte boss, là, mettons, pour des coureurs sur route, en fait, même pour un demi-marathon, c'est vraiment pas plat du tout, là, que tu sois Non, non, trail non, ou non. pas. Moi, j'aime ça la trail, fait que même pour un gars qui fait de la trail, toi aussi tu en fais, c'était quand même des bonnes bosses, là. Je veux dire, il y en Ouais, a ouais, une, ouais. Surtout la dernière montée, je ouais, pense que ouais, c'est elle est longue. 17e, si je me trompe C'est pas, ça, plus exact. ou moins. Ouais, ouais. Après, c'est correct, tu fais que descendre jusqu'à quasiment la fin, mais elle te casse ta vitesse, là, elle te finit les jambes, là. Ah, ouais, ouais. Heu, Elle t'achève, là. Fait que j'avais fait celle-là, je pense que on était partis dans un groupe de, je dirais 2, 3 coureurs. Puis, finalement, moi, j'étais plus à l'aise dans les côtes un peu là avec le trail mettons ou le ski de fond. Fait que là, j'avais lâché le pack, puis là, je m'étais retrouvé juste derrière, bah, juste derrière.
en chasse-patate pour récupérer François. Et bon, Marathon était trop loin. Mais j'ai perdu genre un 5 km avant de réaliser que j'aurais pu courir ma course plus vite. Puis là, bon, j'ai dit, OK, cette course-là, finalement, je vais la courir plus vite que prévu parce que finalement, j'ai l'impression que j'avais les jambes et tout ça. Et finalement, le chrono, je pense, c'est 1h10 quelque chose, là. Fait que j'étais quand même vraiment satisfait du chrono, sachant pour un parcours qui avait quand même de la côte et tout ça. Ouais, ouais, Fait que ouais. là, Puis j'étais. t'as-tu fait un podium, cette course-là? Ouais, 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 j'avais fait un podium. J'avais fini troisième. Ouais, Puis, c'est ça. mais je pense que je finissais, cette fois-là, je pense que je finissais une semaine avec 140 km de course. Et c'était pas un objectif A du tout, là. C'était comme un entraînement, ben, un entraînement Ouais, race, là, mais mais tu sais, t'as fini en arrière du champion québécois, le exact. Ouais, demi-marathon. ben, c'est la première fois que j'ai couru avec Marc-Antoine. Ouais, Puis ouais, là, ouais, ensuite, ouais. ça s'en vient. Et ben, 2 semaines plus tard, là, l'erreur que j'ai faite, c'est que celle-là, moi, j'avais de la fatigue dans les jambes avec les descentes. Tu sais, ça commence à taper pas mal sur la route et tout. Et comme j'avais 140 km, j'ai pas réalisé qu'il aurait fallu que je récupère un peu plus. Puis, tu sais, dès le lendemain, j'ai commencé à recourir, etc. Puis, en fait, au bout de 3 jours, j'ai la douleur de la périostite qui a démarré. J'ai une périostite depuis. Ça a commencé là, mais j'ai continué à courir. Fait que la semaine suivante, j'ai quand même fait 140 km avec une douleur qui apparaissait. Et c'est la première fois que j'avais une périostite. Et je sais pas qu'est-ce que c'était comme douleur. Fait que je pensais que ça allait disparaître. Pas du tout, je faisais juste l'enflammer à courir comme je courais. Fait que la semaine d'après, là, j'étais engagé pour le demi de Sherbrooke. Arrivé au mardi, là, quand je courais, mettons à 10 km, si je m'arrêtais de courir parce qu'il y avait une lumière, je repartais, je boitais parce que j'avais trop mal. Fait que là, j'ai dit, OK, j'arrête de courir à partir de là, je fais juste du vélo jusqu'au demi-marathon de Sherbrooke. Là, j'ai une idée de génie, c'était faire un 160 km avec des amis le vendredi. Fait que là, le vendredi, on fait un 160 de vélo. Tu sais, c'est quoi, 4 heures, 4-5 heures, là, je sais pas trop d'heures de vélo, là, avec une bonne moyenne quand même, on a poussé, là. Samedi, j'ai pris ça relax, et bah, toujours du vélo parce que je voulais pas courir. Puis là, j'ai fait le demi à nouveau de Charbot, qui est aussi coûteux et pas très rapide. Il y a des sections où il faut quand même faire des espèces de U-turn et tout ça, là. C'est quand même, ça te casse vraiment les jambes. Fait que celui-là, il m'a quand même surpris. Je m'attendais vraiment à un parcours très plat parce que tu longes la rivière, puis finalement, pas du tout. Euh, Puis j'ai fini, bah, pareil, troisième. Mais là, par contre, mon temps, c'était peut-être 1h11 et quelques, là. Mais j'ai souffert des jambes. J'avais les jambes lourdes du vélo de 2 jours avant. OK. Puis après celui-là, par contre, là, j'ai décidé, OK, là, j'ai quand même mal aux jambes. J'ai ma douleur. Je dis, j'arrête minimum une semaine. Puis donc là, j'ai arrêté une semaine complète. J'ai juste fait du vélo pendant toute une semaine et j'ai repris graduellement la course après. Mais vraiment, tu sais, course vraiment endurance, là, à 4:30, 5 minutes de pace, puis zéro intervalle. Puis là, j'ai tenu pendant un bon moment, plusieurs semaines, sans faire d'intervalle en course. Je fais juste des intervalles en vélo. Mais quand je dis des intervalles en vélo, c'est pas des une minute, là. C'est dès que, mettons, avec un ami, dès qu'on voulait s'amuser, on se mettait à accélérer, puis on se faisait comme une mini-course sur un 5 minutes ou des choses comme ça, ou des relais appuyés. Mais c'était pas très formel, là. C'était quand j'avais envie, là. Fait que l'entraînement, j'avais du volume, un petit peu de course, puis à ce moment-là, beaucoup plus de vélo au mois de juillet. Euh, bah, j'avais quand même de l'intensité, mais c'était vraiment pas structuré, là. C'était un peu le bordel, à ce moment-là. J'essaie de pas sauver les mêmes, je voulais me faire plaisir. Je suis quelqu'un qui aime quand même qui m'entraîne un peu vraiment au feeling, puis, aux sensations, puis, en fonction de la «météo» entre guillemets. Fait que c'est comme ça que j'ai buildé mon mois de juillet. Puis là, je me rappelle, juillet, là, mais il semble que c'est ce mois-là que je t'ai tagué sur le demi-marathon Ouais, ben, de Tremblant, hein? ça devait être fin juillet parce que le demi-marathon de Tremblant, il devait être comme mi-août. Fait que tu m'as tagué sur effectivement, genre 2 semaines avant ou 2 semaines et Puis demie là, tu me avant. disais, ah, mon frère, il va être Ouais. ici. Puis Ben, à partir du mois d'août, j'avais de la visite des amis qui venaient tout le mois d'août. Fait que là, je voulais pas non plus faire des compétitions tous les week-ends. Et mon frère devait venir sur au moins un week-end sur Magog. Fait que je voulais profiter de lui. Et là, je pensais que ça tombait sur le demi-marathon de Tremblant, donc les championnats québécois. Fait que là, j'ai dit non, je m'inscris pas, ça sert à rien parce que je pourrais pas le faire, tout ça. Mais en fait, en regardant l'agenda quelques jours plus tard, je me rends compte que, ah si, je peux le faire parce qu'en fait, c'est la semaine d'après qui vient. Fait que là, je me suis inscrit comme 2 semaines d'avance sur les championnats québécois. Puis sincèrement, encore merci, parce que si tu m'avais jamais tagué, je pense que jamais j'aurais vu l'invitation pour les élites ou sub-élites. Et donc jamais j'aurais participé à ça, puis jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir ce niveau-là, parce que c'est ça qui m'a créé comme un déclic aussi, là. Euh, mais la semaine d'avant, j'avais participé, je sais pas si c'est connu ici, il appelle le 10-4, là, c'est le relais du Mont-Bellevue à Sherbrooke. ouais, 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 ben moi, je connais ça. C'est sûr, c'est relativement underground si on parle Oh ouais. au plan du Québec, là.
s'il y a du monde qui nous écoute en Europe, oubliez ça, là. C'est Ah pas non, le non, non, c'est Packard connu localement, Ultra, là. c'est pas une chaîne de course, là. Non, non, non. C'est quelque chose d'assez rustique local, là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est la première fois que je faisais l'événement, tu sais, je le connaissais d'amis qui faisaient des équipes, ou et cetera. Tu sais, j'avais vu Ouais. l'événement, tu sais, puis là, c'est la clinique pour laquelle je suis ambassadeur qui m'a dit: «Eh, veux-tu joindre l'équipe?» et tout ça. Je dis: «Bah, bien sûr, ça me fait vraiment plaisir de venir avec vous». Donc la clinique Performance Santé à Magog. Fait que là, on a monté la petite équipe. On Ça, s'est dit: «Bon, c'est-tu en trail? bah, non, bah, course nature, mettons, là, j'appellerais ça course nature, c'est la petite gravelle, mettons. Ah, OK, Mais OK. le parcours, bah, c'est 10-4 la course qu'elle s'appelle. C'est 10 heures où tu enchaînes des relais, où chaque coéquipier doit enchaîner minimum un relais. Tu pas le droit de courir 2 fois le même 2 fois de suite, et le parcours fait 4 kilomètres, donc 10-4. Heu, Officiellement, c'est 3,8 km des deux arches, puis tu as 200 mètres de transition au milieu. Fait que tu fais juste laper tout le temps. À chaque fois, il y a un coureur qui part, puis l'ordre après on s'en fout, là, tu peux décider de faire un tour sur 2 si tu as envie, si tu veux faire plus de kilomètres. La difficulté de ce parcours-là, par contre, c'est que c'est 3,8 km avec 100 mètres de dénivelé, et ben, en fait, tu et c'est plein de petits vallons au début, puis en fait, tu cumules le dénivelé quasiment sur la moitié du parcours, sur les 2 kilomètres, les 2 premiers kilomètres. Fait que c'est quand même Hey, assez 100 mètres exigeant. sur 4 kilomètres, c'est Ouais, beaucoup, là. c'est vraiment exigeant, Ouais. et puis moi, je le connaissais pas, je l'avais pas repéré le parcours, heu, donc ça m'a quand même surpris là. Puis quand tu l'enchaînes, mettons, suivant le niveau de l'équipe ou quoi, tu enchaînes ça entre 1 h 30, 2 heures, tu commences à recourir ce parcours-là. Fait que tu as le temps de te reposer, tu as le temps de te refroidir, puis il faut réchauffer, repartir, et en fin de journée, tu étais vraiment brûlé, tu pourtant tu fais pas une grosse distance, mais c'est tellement intense pendant la courte période, ben, en fait, que ton corps, il a pas le temps de récupérer. Les Non, c'est premiers ça. les 3 premiers tours, moi j'ai fait le premier relais. Heu, donc là, ce qui est le fun, c'est que tu pars vraiment en ligne de départ où tout le monde est sur la même ligne. Après ça, comme c'est des labs, il y a plus vraiment de ligne là, c'est tu récupères ton partenaire, puis tu pars quand il y a des gens qui sont avec toi, mais tu peux partir tout seul si jamais il y a personne à ce moment-là. Mais le premier tour, tout le monde part en ligne. Fait que là, moi, ce que j'aime bien dans une ligne de départ, c'est qu'il y a quand même une vraie course qui se fait pendant le premier tour. Tu compétitionnes. Puis là, il y a plusieurs athlètes qui étaient quand même vraiment bons, qui m'ont surpris, qui avaient de la niaque, puis qui voulaient partir fort. Fait que je me suis dit: «Je vais me prendre au jeu, je vais suivre ça, puis on va voir ce que ça donne». Mais je connaissais pas le parcours. Puis là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis là, je trouvais qu'ils couraient vite en montée, puis qu'ils accéléraient en montée. Mais je me dis: «Putain, mais si tu accélères en montée, tu vas te brûler pour la descente». Fait que je me suis dit: «Bah, je vais me reposer un peu dans les montées, je vais essayer de ralentir un peu le rythme pour, bah, m'économiser pour que quand ça arrive à descendre, je suis capable de les rattraper». Donc, tu sais, mettons, on arrive en haut de la montée, je perdais 1 mètre, mais je les rattrapais à chaque fois. Et en fait, à un moment donné, tu arrives sur un bon 800 mètres de bons faux plats, là, faux plats côte, là. Puis là, je me suis dit: «Bah, on va essayer de lâcher la machine, voir ce que ça fait». Puis là, je les ai déposés les 2. Puis là, j'ai fini mon lap tout seul. Et à partir de là, en fait, c'était drôle, j'ai fait le record de parcours sans m'en rendre compte. Fait que là, c'était vraiment le fun, là. Puis après ça, les 2 tours suivants, j'ai rebattu mon 1er tour à chaque fois. Fait que c'était vraiment le fun de me challenger comme ça. Et après, bon, bah, j'ai fait 3 tours suivants. Là, les 3 tours suivants, tu essaies de survivre un peu. À chaque fois, ta vitesse diminue parce que le temps avance, tu commences à être fatigué. C'est pas l'énergie, c'est vraiment juste que tu as mal aux jambes parce que Ouais, puis tu t'as cours, là. l'acide lactique qui, Ah qui oui! rentre dans tes jambes, puis là, il faut que tu retournes Bah, courir. faut imaginer, tu sais, Comme- c'est 3,8 km, mais c'était comme un effort de 5 kilomètres là. C'est vraiment tu te donnes en tout cas, moi, c'est comme ça que je C'est me suis dans donné, une là. période chaude de l'année aussi. Tu te donnes vraiment à fond, il fait Ouais. chaud, puis à chaque fois, faut que c'est comme si tu faisais dans la même journée 6 fois une course de 5 kilomètres toutes les heures et demie, mettons là, en termes d'effort pour se rendre compte. C'est quand même exigeant, mais c'est cool. C'est l'ambiance est vraiment incroyable. C'est un événement très, c'est ça, très très roots là, tout le monde est là, puis c'est chill, puis j'ai bien aimé. Fait que ça, je pense que ça m'a boosté aussi pour le demi la semaine suivante, sans le savoir parce que en fait, c'était des méchants intervalles, là. Tu sais, c'est des intervalles de 15 minutes que je me suis tapé toute la journée. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant pour, tu sais, relancer un peu la machine, puis les légendes, puis tout ça, là. Et la semaine suivante, bah, là, j'ai quand même beaucoup raqué. Ça m'a pris, je pense, 4 jours jusqu'au jeudi de plus avoir de courbatures. Fait que là, je me suis dit: «Eh là là, j'arrive au demi, avec des courbatures, va falloir m'enlever ça, là». Je pense que j'avais comme une raideur à l'ischio, puis à ce moment-là, je pense que j'avais commencé à me faire traiter en acupuncture. Fait que ça avait commencé à m'enlever. La parasite commençait à disparaître. Là, juste avant, cette semaine-là, je suis allé justement en acupuncture pour me faire traiter aussi l'ischio. Fait que ça m'a aidé vraiment à enlever ces tensions-là. Puis le dimanche, je me suis présenté donc au championnat québécois de demi-marathon, puis là, avec zéro pression, hein. J'étais allé comme je m'étais inscrit comme 2 semaines avant quand tu m'as tagué, je suis vraiment allé,
zéro stress. Là, je me dis, écoute, on va Go voir. with the flow, là. Ah, c'est ça. Je me suis dit, écoute, je vais profiter là, qu'il y ait des élites. Tu sais, moi, quand je me suis inscrit à la course, j'étais sub-élite à ce moment-là. Je me suis dit, on va voir ce que c'est de courir avec des élites, on va voir le niveau qu'ils ont, puis tu sais, c'est quoi l'ambiance, puis c'est quoi le. On avait la chance Puis de là, c'est participer. qui était là? Je sais qu'il y avait François Jarry. Il y avait François Jarry, il y avait Marc-Antoine Senneville qui gagne, il y avait Pierre-Loup Biron, Samuel Saint-Antoine. Après, il y avait d'autres coureurs que je connais pas tous les coureurs qui étaient là, mais il y avait quand même un bon peloton, là. Je pense qu'il y avait une bonne dizaine, quinzaine de coureurs élite sub-élite. Euh, OK. C'était quand même vraiment intéressant. Il y avait vraiment un bon pack. Puis je me tromperai dans les noms, c'est pour ça que je ne veux pas citer tout le monde pour Non, vraiment non, pas, non, pour mais pas c'est écorcher rien. correct. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais, je me souviens des temps de référence qu'ils avaient tous. Clairement, j'étais le moins rapide. Là, tu sais. Quand tu regardais le top 15 des élites sub-élites, j'étais le dernier. Là, tu sais. Fait que quand j'y allais, moi, j'avais vraiment zéro pression. Là. Je voulais juste m'amuser, puis voir ce qui se passait. Puis en plus, dans ma tête, je pensais que le parcours était plat. Puis la veille, Samuel Saint-Antoine me dit hey, tiens, je t'envoie le parcours, tout ça. Puis là, il m'envoie le parcours, 190 mètres de dénivelé encore. Je sais pas, il est pas plat du tout, ton parcours, là. Non, Puis non, là, non. je regarde, puis c'est vraiment des méchantes côtes aussi. Puis en fait, le parcours, comme il était fait, une espèce de première loupe au début, puis après, c'est tu sais, ligne droite jusqu'au village Joviette, je me souviens plus le nom du village. Puis c'est quasiment vent de face tout le long, là. Fait que c'était vraiment exigeant comme parcours. Puis c'est ça, tu pars du centre de ski de Tremblant. Là, tu descends la première pente. Fait que là, c'est un 500 mètres pleine descente. Fait que ça, c'est assez surprenant de commencer par là. Puis après ça, tu fais une piste cyclable. Et j'ai suivi le pack. Tu sais, mettons qu'il y a un pack de 6, je pense, qui s'est formé dès le début. Euh, Fait qu'avec Marc-Antoine, forcément, Pierre-Loup, euh, Jarry, Samuel. Puis il y a un autre coureur, j'ai perdu son nom, un jeune. euh, et moi. Et là, je me suis dit, ben, je vais suivre le pack le plus longtemps possible. Et là, je regardais pas trop ma montre à ce moment-là. Puis des fois, je regardais, OK, on court environ à 3,12. Je me disais, ah, ça me paraît rapide pour un demi, etc. Et en fait, pendant tout le début du parcours, je prenais zéro relais parce que j'observais comment ça se passait, parce qu'il y avait des relais qui se prenaient principalement entre 3 4 coureurs. Puis je me suis dit, je suis pas du tout de leur calibre. Fait que ça sert à rien que je prenne des relais. Je vais exploser dans 5 6 7 kilomètres, je ne savais pas. Donc là, j'ai décidé de vraiment tu sais, me laisser aller puis voir ce qui se passe, puis me m'accrocher au pack. Puis finalement, assez vite, tu sais, il y a comme des faux plats, côtes qui arrivent dans le parcours. Puis dès qu'on arrivait dans ces montées-là, puis moi j'étais vraiment à l'aise, puis j'avais l'impression que le pack ralentissait. Mais c'est juste que moi j'étais plus à l'aise dans les montées. Fait que eux, quand ils ralentissaient, moi on dirait que j'ai moins besoin de ralentir. Puis j'étais celui du pack qui respirait entre guillemets le moins fort dans ces conditions-là. Tu sais, mettons sur le plat ou les relances en descente, on respire tous pareil, on est tous à bloc. Mais arrivé dans les montées, on dirait que j'étais vraiment plus à l'aise. Puis là, ça m'a mis une puce à l'oreille. Je me dis, OK, Aurélien, c'est quand même bizarre ce niveau de forme que tu as aujourd'hui. On dirait que tu es bien. Puis, arrivé au 8e kilomètre, on avait descendu comme un long faux plat. On fait un U-turn, puis là, tu remontes tout. Et quand on a tout remonté, je me suis dit, écoute, ça fait 8 kilomètres que je cours dans les jambes des gars. Je suis plus fort en côte, je vais prendre mon relais à ce moment-là. Fait que là, j'ai pris le relais, puis je me souviens que pendant le début du parcours, Marc-Antoine commençait à me dire, hey, t'es fort, parce qu'on avait fait 2 courses ensemble, les 2 demi précédents. Il me disait, Aurélien, t'es fort, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en feu. Il m'encourageait parce que lui aussi était surpris que je sois là, parce que techniquement, je n'étais pas censé être de leur niveau. Je prends le relais au 8e kilomètre, puis là, je me mets à mon rythme. Puis là, comme je savais pas, tu sais, quel niveau d'effort fallait que je donne pour être au niveau des gars, je me suis dit, ben, écoute, je donne pas le maximum, mais je donne ce que je ressens, qui est considéré comme un effort intéressant. Marc-Antoine était à ma gauche, donc je l'entendais souffler, fait que l'effort était suffisant pour continuer cet effort-là. Il me passait pas, fait que ça allait assez vite. Et en fait, arrivé quasiment en haut de la bosse, là, il me dit, Aurélien, on a lâché le pack. Il s'était retourné, il avait regardé, là, je me retourne à ce moment-là, puis je vois effectivement Pierre Loup et le deuxième coureur qui étaient beaucoup plus loin en bas. Je fais, bah merde, on a déposé les gars, puis on est tous les deux. Et là, Marc-Antoine, il me dit, Aurélien court, si on continue à ce rythme-là, on peut faire le podium à deux. Et il me dit, pour la première fois, puis c'est là où ça a commencé à vraiment me rentrer dans la tête et à me rendre comme sur une autre planète. Il me dit, écoute, Aurélien, t'es devant des élites, là, tu pourrais faire un podium, etc. Fait que là, ça m'a mis comme dans une bulle, puis là, je commençais à me penser parce que je courais avec Marc-Antoine, qui est un coureur extraordinaire. Euh, Puis le fait, tu sais, qu'il t'encourage pendant que c'est quand même, ça reste les championnats québécois, et qu'il t'encourage là-dedans, c'est que j'ai trouvé ça quand même très, 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 très gentil de sa part. Et là, je me suis dit, OK, Aurélien, continue à vivre ton rêve, là. Je sais pas quand est-ce que j'allais péter, là. Je pensais que j'allais commencer à exploser 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres plus loin. Et je me suis dit, écoute, Aurélien, ça sert à rien de regarder ta montre, c'est le moment de vivre pleinement ta course.
C'est ce que j'ai fait pendant 21 kilomètres, juste de vivre le moment, juste de In the courir avec. zone, là. Ah, en fait, tu dans une bulle Ouais. où tu es dans une euphorie totale parce que pour moi, c'était comme extraordinaire de courir avec Marc-Antoine parce que je pensais pas avoir le niveau de courir avec Marc-Antoine. Fait que là, je me disais: «OK Aurélien, cours le plus longtemps que tu peux avec ce gars-là, puis même si tu exploses à 16 kilomètres, tu auras fait le maximum, puis tu seras toujours heureux de ta course». Puis finalement, il s'est retrouvé que à chaque côte qu'il y avait, parce qu'il y en avait de la côte, c'est moi qui me mettais en avant parce que j'ai dit: «Ah», j'acceptais pas que ce soit Marc-Antoine qui prenne tous les relais puis je reste dans ses pieds. Je me disais: «Écoute, même s'il est plus fort que toi, tu te dois de prendre les relais». C'est comme un esprit sportif. Je peux pas me permettre de dire: «OK, c'est lui qui fait tous l'effort puis il me mettre jusqu'à la ligne d'arrivée». Fait que toutes les côtes, j'étais plus fort. Je dis: «Écoute, je prends le relais», puis on prenait naturellement, puis en fait, c'était super fluide. Il y avait une super belle entente. Dès qu'il y avait une bosse, tac, je me mettais naturellement devant. Là, je leadais le pack, on était 2 là, mais je leadais notre groupe. Une fois qu'on arrivait en haut, hop, dès que ça redescendait, il repassait devant. Il repassait devant pour la descente parce qu'il court très, très vite en descente, et cetera, et cetera. Et là, on arrive au kilomètre, 18,5, tu sais, il restait moins de 2 kilomètres. Et en fait, on enchaîne comme 2 petites bosses qu'on voit et arrivé en haut au sommet de la 1re petite bosse, je me suis dit: «Écoute, je vais prendre la descente», elle était très courte, puis je vais relancer la deuxième montée. Ça sert à rien que Marc-Antoine prenne un relais à ce moment-là parce que je me suis dit: «Écoute, la descente est trop courte là, autant que je reste devant». Mais en fait, il prend quand même le relais, puis là, il me regarde, puis il me fait un check là, on se tape du poing. Puis là, je comprends en fait qu'il part pour la gagne, puis il accélère à ce moment-là. Fait que là, je l'ai félicité, tu sais, je dis: «Go, vas-y Marc-Antoine», puis j'étais heureux d'avoir couru aussi longtemps avec lui. Fait que là, tu le vois partir, puis moi, j'étais quand même ému à ce moment-là de dire: «OK, j'ai couru autant de temps avec ce gars». Donc là, je me donne tout pour arriver à la ligne. Puis là, il y a des photos, que tu as dû voir où on arrive sur la ligne, puis là, lui, il m'attendait depuis 30 secondes, 20 secondes. Là, on avait pas un gros écart. Puis là, on s'accolade parce que c'était incroyable, là. On avait vraiment vécu une très, 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 très belle course. C'est comme 2 coureurs qui se connaissaient pas. Lui, il m'a encouragé. Tu sais, d'un bout à l'autre, il a jamais dit: «OK, je vais lâcher ce gars-là parce que je le connais pas». Parce que mine de rien, j'étais quand même dans ses pieds alors qu'il me connaissait pas. Fait que j'aurais pu peut-être sans le savoir, gagner la course ou peu importe. Puis il a pas cherché à me lâcher, il a continué à m'encourager jusqu'à l'arrivée, tu sais, les 1,5 km d'arrivée, là. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce comportement-là, d'un point de vue sportif et humain, de dire: «Tu ton coéquipier, puis tu prends le temps de donner des belles paroles aux gars qui sont à côté de toi». Fait que ça m'a vraiment transcendé. Puis, je connaissais déjà Marc-Antoine par, tu sais, les réseaux sociaux, par comment il coach, par comment il communique, par qui il coach, et cetera. Mais là, d'avoir vécu la course avec lui, là, ça avait comme généré une espèce de profondeur de: «OK, je veux être un athlète comme lui, en termes de performance, mais surtout en termes, tu sais, d'humanité, en termes de qui il est». Fait qu'il m'a vraiment bouleversé. Puis la beauté de cette course-là, ça m'a pris, je pense un bon 5 jours à arrêter de pleurer quand je repensais à cette course ou à la raconter parce qu'elle m'avait vraiment transcendé. Tu sais, il y a des courses qui t'amènent loin dans les émotions, puis loin dans, bah, c'est ça, quand on court, on cherche quelque chose, là. C'est soit une performance, soit une émotion, puis cette course-là m'avait vraiment apporté quelque chose de très, très particulier. Puis c'est grâce à Marc-Antoine aussi que j'étais allé si loin, là. Fait que j'ai fini en 1h08, en 8:12, ce qui Puis était tu as un fini deuxième, là. et j'ai fini 2e, c'est ça. Fait que là, c'était vraiment Wow, c'est incroyable de. impressionnant, là. Les autres élites devaient être what the fuck? Bah, il y avait Pierre-Loup qui arrivait 3e, qui était derrière, puis tu sais, personne me connaissait. Je veux dire, moi, j'étais connu dans les courses, mettons, de courses thématiques, là, où il y a des packs sub-élites, mais dans les élites, je suis vraiment pas connu. Tu sais, je veux dire, je démarre la course. L'année passée, j'avais fait des courses, mais en tant que sub-élite, pas en tant qu'élite. Fait que là, j'ai couru contre des élites, puis j'ai fini 2e pour un temps élite. Fait que c'est assez incroyable pour moi, tu sais, à ce moment-là, de dire: «OK, j'étais parti à la base d'être le plus lent du peloton, puis je finis ma course, puis que là, je suis le 2e, sur cette course-là, là, avec quand même des très bons coureurs, ce jour-là». Fait que ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a. C'est valorisant, j'imagine, hein, Bah, aussi? je suis resté sur un high très longtemps, puis j'ai mis longtemps à réaliser. J'avais réalisé la performance, mais j'ai mis longtemps quand même à réaliser de qu'est-ce que je venais de faire dans le sens de: «OK, Aurélien, tu es capable de ça», tu sais? Puis, comme je te parlais de la blessure que j'ai eue dans l'été, ça te met quand même des doutes de savoir, OK, comment tu es capable de performer puis tout. Puis là, j'arrive là avec sûrement un pic de ma saison ou, tu sais, un pic de forme à ce moment-là, mais qui était pas planifié. Tu sais, je veux dire, moi, je planifie pas mon entraînement comme je vais pouvoir le faire peut-être l'année prochaine, mais là, le pic de forme est sûrement arrivé ce jour-là sans que je le sache. Et Ouais. l'avantage aussi que j'ai eu ce jour-là, c'est
comme je suis allé avec zéro pression, tu sais, j'avais pas d'ambition de podium. J'avais zéro ambition de temps, je me suis dit juste: «Donne tout ce que tu peux et donne le maximum que tu peux jusqu'à n'avoir aucun regret». Ça m'a permis de déclencher quelque chose en moi de tu sais, de libérer toutes les tu sais, les La stress, pression qu'on la se met, là. pression, les Ouais, contraintes qu'on se met à juste à nous-mêmes, là, tu sais, juste de dire: «OK, aujourd'hui, je vais courir pour faire tel temps, ça veut dire que c'est telle vitesse». Puis si tu dépasses cette vitesse-là, on dirait que ça te crée un stress, tu dis: «Oh, je vais trop vite, je vais dunker», peu importe. Puis ça joue des tours dans la tête. Ce jour-là, j'avais pas du tout ce raisonnement-là parce que maman, je l'ai pas regardé. Tu sais, je pense que je l'ai regardé une fois où j'ai vu 3,13 du kilo, puis c'est tout ce que j'ai regardé, là. Je regardais les bandes kilométriques pour savoir combien de kilomètres il me restait, c'est tout. Fait que ça, c'était quand même assez incroyable de vivre une course comme ça. Tu sais, on parle des courses du pace du bonheur où tu regardes pas ta montre puis tu fais juste ça. C'est exactement ça que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai aimé cette course-là. Tu sais, quand j'ai commencé à courir il y a peut-être une dizaine d'années, on en avait parlé au premier podcast, là, c'était très, on n'était pas dans la même technologie, tu sais, les applications Garmin, Strava et tout ça n'existait pas non. là. Moi, j'écrivais dans un petit carnet comme beaucoup, OK, ah, aujourd'hui j'ai couru tant, puis ça durait 2 mois, après j'ai arrêté d'écrire dessus. J'avais Ah une ouais, montre qui ouais. était grosse Moi comme, aussi, tu j'ai sais, eu un calendrier dans le temps, ouais, puis c'est c'était ça. n'importe quoi. Puis tu notes ça, mais tu as 0 idée de qu'est-ce que tu cours, la vitesse. Puis moi, là, à cette époque-là, donc toutes mes courses que j'avais faites à cette époque-là, puis qui étaient pas du tout au niveau de maintenant, mais quand je les courais vraiment à fond, avec le cœur, mais sans notion de performance chronométrée, chiffrée. Puis ça m'avait manqué. Puis je me souviens quand j'ai planifié ma saison cette année, justement, j'ai discuté avec un coach mental qui m'avait aidé à préparer ma saison aussi, un ami, Brendan. On avait parlé de ça, puis on avait parlé que justement mon besoin cette année aussi, c'était de me détacher de ça, me détacher un peu de l'aspect chrono, performance, et tout ça. Puis je lui avais dit: «J'aimerais bien retourner aux sensations que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à courir ou à faire du vélo, où c'était vraiment tu cours pour le plaisir, puis tu donnes tout ce que tu as, puis en fait, tu t'en fous du chrono. L'important, c'est que si tu donnes tout ce que tu as, bah, tu feras le chrono que tu dois faire ce jour-là et il sera peut-être le meilleur que si jamais tu te limites à un chrono objectif». Et Exact. avec la technologie qui a évolué, les montres, les applications et cetera, en tout cas, on est devenu un petit peu, bah, en tout cas moi là, mais je suis devenu à me concentrer sur ces chiffres-là. Mais là, je me suis rendu compte qu'OK, si tu enlèves ces chiffres-là, bah, tu peux libérer quelque chose d'incroyable. Et cette course-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Heu, donc ça, c'est vraiment mon gros high de l'été, puis qui m'a dit: «OK Aurélien, là, tu peux peut-être faire quelque chose des choses plus intéressantes». Hem, la course suivante que j'ai faite là, c'était un 15 kilomètres, c'est-tu 15 kilomètres des rives de Boucherville? Je pense que ça doit être ça, Ouais, 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 si je me ouais. trompe pas, à septembre. J'avais fait le 30 kilomètres l'année passée, là, j'ai fait le 15 kilomètres parce que j'avais Berlin, le marathon de Berlin qui s'en venait, 2 semaines plus tard, fait que je voulais pas faire un 30 kilomètres 2 semaines avant. Il y a un peu ça avec ma blessure, tu sais, je voulais m'assurer de pas déclencher ma blessure à nouveau, là, elle a commencé vraiment à disparaître. Fait que là, j'ai fait un 15 kilomètres, là, je l'ai pacé quasiment tout seul. On était parti avec un pack élite pour le 30 et le 15 qui partaient en même temps. Puis finalement, le 15, j'étais un peu tout seul à vouloir pacer aussi vite. Fait que j'ai fini premier, puis j'ai couru tout seul. Puis c'était aussi tu sais, un objectif pour moi. Je m'étais dit: «OK», quand je suis parti, puis j'étais tout seul, je me suis dit: «J'allais continuer à rester tout seul pour essayer de me» tu sais, c'est plus difficile de courir tout seul à une grosse allure. Donc je me suis dit: «Bah, ça va juste être plus difficile aujourd'hui peut-être, mais ça va m'apprendre quelque chose». Ça va m'apprendre que, bah, ça marche parfois, puis ça apprend que des fois tu es tout seul pour courir. Puis fait que Ouais. là, c'est ça, c'était vraiment une course préparatoire. J'étais quand même content du temps là, ça avait fait 47 minutes quelque chose ou 48 minutes quelque chose. Je pense que j'étais à 10 secondes du record du parcours. Puis c'est quand même c'est ça, c'est des très bonnes sensations, puis c'est ça. Et heu et 2 semaines plus tard, je partais pour donc Berlin, le marathon de Berlin, qui était mon objectif A cette année, qui étonnamment n'était pas du tout la performance en tout cas, c'est drôle à dire, c'était la performance que je voulais faire quand j'ai préparé ma saison. Fait qu'en préparant ma saison, quand j'ai tout commencé à planifier un peu mes objectifs et cetera, quand je discutais avec mon coach mental, on disait: «OK, c'est quoi les objectifs de l'année?» Puis j'avais dit: «OK, je veux passer sub 2h30 au marathon». Donc je me donnais les moyens pour, tu sais? Donc j'avais bidé mon entraînement pour ça. Mais finalement, quand j'ai fait ma performance au demi-marathon, avec le temps sur un parcours comme ça, c'était pas un 2h29 que je pouvais viser, c'était peut-être un 2h24 que je pouvais viser. Mais le Mmh. problème qu'il y a eu, c'est que quand j'ai piqué ce niveau de forme au mois d'août, que j'ai réalisé que je pouvais potentiellement faire plus vite au marathon, ça me laissait comme un mois et demi maximum de préparation pour atteindre ce niveau-là. Sachant que j'avais pas assez couru, sachant que j'avais pas assez de volume, malgré tout, pour faire un 2h24, il faut quand même avoir un volume constant, il faut quand même avoir des longues sorties en fin de semaine.
chose que j'avais Ouais. pas assez eu dans mon été. Tu sais, ça m'a permis de performer sur un demi, mais avec du recul, c'est ça qui me manquait pour Ça t'a dire un peu hypothéqué, entre guillemets. exact. Mais c'était pas Ouais. volontaire, tu sais, je veux dire, j'aurais pu ne pas avoir mon niveau de forme au mois d'août. Dans tous les cas, je pense pas que mon entraînement me permettait d'atteindre un 2h24 avec du recul, tu sais. J'avais cru, hein, Ouais. quand je suis arrivé à Berlin, j'avais cru pouvoir le faire parce que quand j'ai vu mon niveau de forme que j'ai eu au demi-marathon, bah, au relais juste avant, au demi, aux 15 kilomètres, je me dis: «OK Aurélien, tu as un bon niveau de forme». Mais un marathon, c'est long. Un marathon, arrivé à 30 et quelques kilos, c'est pas le mur au niveau énergétique, c'est le mur au niveau musculaire qui frappe. Puis Ouais. surtout quand tu tentes une vitesse plus rapide, les impacts et tout, ça te frappe toujours les cuisses. Puis là, c'est clairement ce qui s'est passé. J'ai couru le marathon, j'ai vécu une expérience incroyable parce que c'est quand même 40 000 personnes. C'est la première fois que je vivais un événement aussi gros. Mais ça m'a apporté énormément de stress avant la course parce que, bah, tu sais, c'est un gros événement. Ça reste un marathon. Je voulais performer. Puis là, je voulais un chrono. C'est ça mon erreur. C'est que cette fois-ci, je m'étais donné un objectif agressif en tête. Puis j'ai remarqué que finalement, avec du recul, c'est peut-être pas ça qui marche dans ma tête à moi pour performer. Et donc, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, bah, il y avait un peu de stress sous-jacent. Le travail aussi était un peu stressant à cette période-là, etc. Et finalement, bah, je suis quand même parti à la vitesse que je voulais pour un 2h24. Où là, c'est difficile parce que, dans un gros marathon comme ça, le GPS, il marche pas bien. Fait que tu as du mal à voir ton allure à ce moment-là. Fait que tu te réfères à chaque fois aux bandes kilométriques, puis c'est pas évident de calculer ça, là. Souvent, c'est quand tu arrives aux 5 que j'arrive à tu sais, j'ai pas les calculs en tête de référence, OK, à 4 kilomètres, je vais être à temps. Fait que souvent, c'était quand j'étais à tous les 5, 10, 15 kilomètres que j'arrivais à savoir ma vitesse. Fait que là, ça s'est bien déroulé, mettons, pendant 20-25 kilomètres. Tu es dans des packs quand même, tu as des méchants packs élites, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une grosse densité de coureurs. Les premiers packs où j'étais le plus gros pack que j'ai eu, c'était au début. On était peut-être une trentaine avec des femmes élites, des PSE et tout ça. Ce qui est vraiment beau à voir. C'est une belle dynamique de course. C'est extrêmement concentré. Tu sais, ça parle pas, là, ça rigole vraiment pas dans ce genre de marathon-là. Tu sais, les marathons, les courses au Québec, je veux dire, les gars se connaissent. Oui, c'est Il n'y sérieux, avait mais pas de high five avec non, c'est Marc-Antoine. ça. Puis, tu sais, c'est quand même vraiment sérieux. Et là, tu passes d'un pack à l'autre, tu sais, suivant ton rythme, etc. Fait que nous, on était plusieurs à essayer d'aller chercher des packs en avant et tout. Mais là, arrivé au 30, puis là, je me souviens plus exact, je pense que c'est 34-36, mes vastes externes, l'extérieur de mes cuisses, là, ont tétanisé. C'est pas des crampes que j'ai eues. Au niveau de l'énergie, ça allait très bien. J'étais capable de m'alimenter. J'avais testé des gels cette année aussi. C'était un truc que je voulais tester, là, l'alimentation pour me concentrer là-dessus. Puis c'est très bien rentré. J'ai pu boire, j'ai pu manger. Puis Mais là, c'est c'était juste quoi tes gels au juste? c'est des gels de Décathlon. Moi, je les fais venir de France parce qu'ils ne rentrent pas au Canada, fait que ma famille me les envoie. Si vous OK. testez ces gels-là, parce que j'ai regardé Morten, puis c'est après une question de budget. Quand tu veux tester des gels, à un moment donné, s'ils ne marchent pas, ça fait un gros budget. Ouais. Puis j'avais déjà testé ces gels-là à l'époque, puis je me souviens qu'ils marchaient quand même bien. Puis là, je me suis dit, écoute, je vais retester ceux-là. J'avais plusieurs goûts à tester, fait qu'on me les a envoyés. Puis je m'étais dit, écoute, s'ils marchent, bah, quand je vais être en France, je vais pouvoir les acheter, puis je vais en ramener ici. Et, euh, et finalement, bon, ça y marche, mais tu sais, c'est un gel comme un autre. Là, ça aurait pu être Chrono, ça aurait pu être Morten, ça aurait pu être Bu Go, ou Bu, n'importe quoi, ouais. c'est Ouais. ça. Puis, fait que là, il marchait bien, tout ça, mais arrivé à 36 kilomètres, là, les deux jambes, mais d'un coup, quasiment les deux jambes simultanées, l'extérieur de la cuisse est barré, vraiment raide, comme si on te donne un coup de poing dans la cuisse. T'attends 5 minutes, mais un bon coup de poing là. T'attends 5 minutes, puis là, on te dit que va courir. Puis, et j'ai souffert, j'ai vraiment souffert le martyre pour essayer de courir toujours à mon pace. Fait que là, j'ai essayé de maintenir un 3:30. 3:30, c'est de plus en plus difficile. Là, j'arrive autour du 40e kilomètre, mais là, des douleurs. Je voulais pas arrêter. Tu sais, tu t'engages sur un marathon comme ça. Ah ouais. Mon temps était quand même bon à ce T'es moment-là, mais quasiment avec les femmes olympiennes, là, tu sais. exactement. Puis, tu sais, le temps était quand même honorable. Je veux dire, c'est quand même un très bon temps, mais je m'étais dit: «Je peux pas abandonner un marathon, puis je veux pas arrêter ce marathon-là». Il y a ma famille qui était venue avec moi pour cette course-là. C'est un marathon majeur, tu peux pas abandonner. Là, c'est hors de question que j'abandonne un truc comme ça. Fait que là, j'ai couru les 2 derniers kilomètres, mais dans une douleur atroce. J'ai fini, je marchais, mais à coups de 20 centimètres quand j'ai fini de passer la ligne, là. Fait que j'ai fini en 2h29, mais vraiment les 4 derniers kilos, là, bon, j'ai craché, puis c'est vraiment au niveau musculaire qui était affreux. Ça m'a pris 8 jours après la course à ne plus avoir de courbatures, alors que d'habitude, ça aurait été en trail, tu sais, dans des descentes, quand tu pousses en trail, que tu vas voir ça. Mais là, 8 jours, et je pense que c'est même une semaine et demie où si je pliais mes jambes au complet, je sentais plus la vaste qui s'étirait parce j'avais plus de courbatures, mais elle était encore contractée. Et Ah ouais. ça m'a pris une semaine et demie avant de ne plus avoir cette gêne-là. Fait que c'était assez fou à quel point je suis allé loin dans cette douleur-là. Mais malgré tout, tu sais, j'étais quand même, tu sais, mitigé dans
dans le sentiment que j'éprouvais à la fin de cette course, c'est que j'étais content d'avoir, passé cette douleur-là parce que mine de rien, tu apprends quelque chose sur toi-même. Tu apprends que, OK, tu es capable de passer cette douleur, tu souffres, mais peut-être que la fois d'après, tu auras une douleur qui sera un petit peu moins forte, donc tu vas te dire: «OK, j'ai vécu pire», fait que tu vas être capable de passer au travers. J'étais content parce que, c'était mon sub 2h30 que j'avais visé en début de saison, mais en même temps, avec mon temps du demi-marathon, c'est là où j'étais: «OK, j'aurais pu faire mieux». Fait que là, j'avais quand même un mixed feeling de je sais pas si je suis content ou pas de cette course-là. Je suis content de l'événement, je suis content d'avoir participé à ça, mais on dirait que j'étais quand même perturbé par rapport à ce marathon-là. Et encore maintenant, je sais pas comment le ressentir, comment juger cette performance-là, tu sais? Et là, avec le record qui vient de se faire récemment, j'espère que tu as pris des notes. C'est Chicago, le marathon rapide. Ouais, il y a celui-là, il y a Chicago ou sinon si on se réfère au temps rapide, des Canadiens ou plutôt canadiennes, on aurait Toronto aussi à viser. Ouais, 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 non, non, Hem je fais des jokes. mais l'année prochaine, je vais viser des marathons en Nord-Amérique. Là, j'avais visé Berlin parce que je rentrais en France pour ma famille, puis j'avais essayé de caser un événement à ce moment-là. Puis j'ai dit: «OK, il y a Ouais, le marathon ouais. de Berlin qui tombe, fait que c'est merveilleux, ça va me donner mon objectif à ce moment-là». Non, non, mais Heu, je t'agaçais, là. non, non, mais c'est bien, c'est bien correct. Puis, c'est ça, après ça m'a pris 10 jours de j'étais en vacances après le marathon de Berlin, je suis tombé en vacances pendant 2 semaines. Fait que là, j'ai pris ça beaucoup plus relax. Déjà, pendant une semaine, je pouvais vraiment rien faire. Là, j'ai essayé de prendre, le vélo de gravel de mon petit frère en France, puis, tu sais, rouler 1 heure à 20 km/h, c'était le bout du monde, là. J'avais mal aux jambes, là, je me dis: «Si je tombe en vélo ou je dois faire un faux mouvement, je suis même pas capable de me réceptionner, là». Fait que ça va vraiment durer une semaine à récupérer. La semaine d'après le marathon, une semaine après, le marathon, là, j'ai recommencé à courir. Les sensations sont revenues au fur et à mesure, mais j'avais pas non plus une énergie incroyable tellement mes jambes étaient quand même douloureuses pendant longtemps. Puis ça restait que j'étais en vacances dans ma famille, fait qu'on a bien mangé, mettons, tu sais, c'était au Ça, mois de c'est plus septembre, mais dur. mettons, ça ressemblait pas mal à des repas de Noël limite. Fait que, tu sais, on c'est pas des conditions optimales, mettons, pour s'entraîner ou pour performer à ce moment-là, mais tu sais, j'ai repris ça. Puis, finalement, avant de revenir au Québec, je devais avoir l'opération de mon épaule, tu sais, qu'on parlait tout à l'heure de la luxation. Heu, puis j'ai pas eu l'appel pour l'opération, fait que là, j'étais libre de faire encore des compétitions. Puis c'est là que j'ai vu que le 10 kilomètres, les championnats québécois de 10 kilomètres avaient été décalés, si je me trompe pas, genre d'une semaine ou quelque chose comme ça. Puis avaient été affiliés aux courses thématistes, au demi-marathon de Longueuil. Donc qui tombait, le week-end passé, si je me trompe pas, c'était le 8 ou le 15 octobre? Le 15 octobre, ouais, dimanche. Hem, Fait que là, je me suis inscrit comme le mardi pour le dimanche. Tu sais, je l'avais vu une semaine avant, un peu comme demi-marathon, je l'ai vu 2 semaines d'avance. Puis là, forcément, ils invitaient à nouveau les élites. Sub-élite pour l'organisation, mais élite pour la fédération d'athlétisme. Donc là, moi, je passais sous le standard élite depuis mon demi-marathon. Donc là, je me suis inscrit en tant qu'élite. Donc je faisais partie de la liste, la start list là pour performer. Mais encore une fois, tu sais, j'ai regardé les chronos des gars, les 3 premiers là sont sub 30. Je fais: «Eh là là, c'est vraiment un gros pack». Puis là, tu sais, tu regardes la start list, puis c'est quand même des sacrés temps. Puis là, j'y suis allé avec la même stratégie que j'ai eu au demi-marathon. Je savais que c'était une stratégie qui avait fonctionné. Puis étant donné que je venais de passer Berlin, j'avais pris 2 semaines avant de récupérer mes jambes, je revenais de vacances, j'avais 0 idée de mon niveau de forme. Mon entraînement était un peu tout caduc, tu sais, parce que pendant 3 semaines, tu sais, pas chez toi, tu as fait que là, je me suis dit: «Écoute, on y va, on va tenter le 10 kilomètres». Puis j'ai 0 référence en 10 kilomètres. Je pense que ça fait 8 ans que j'ai pas couru de 10 kilomètres sur route, OK. 7 ans. Puis quand j'en ai couru, c'est clair que j'avais pas la même condition physique que maintenant. C'était pas le même mode de vie, c'était en France et tout, puis c'était vraiment pas des parcours, 100 roulants. Fait que je me suis dit: «Écoute, je sais pas qu'est-ce que je suis capable sur un 10 kilomètres, puis ça va me donner un temps de référence». Fait que là, j'aurais fait la même saison, j'aurais fait mon PB sur marathon, j'aurais fait un demi-marathon avec un bon PB où lui je suis vraiment fier. Puis là, il me restait un 10 kilomètres de voir de quoi je suis capable, tu sais? Donc là, quand je me suis inscrit, même stratégie, je m'étais dit: «Écoute, on va essayer de suivre le pack élite». Puis là, il y avait des méchants coureurs, internationaux là, tu sais? Quand on parle de 28, si je me trompe pas, de Fafard, son temps, je pense c'est 28-48 ou 28-58, c'est sub 29 aux 10 kilomètres, c'est incroyable. Heu, c'est sûr que lui, je voulais pas le suivre, mais je m'étais dit: «OK, on va essayer de suivre les packs les plus rapides. Si les jambes vont bien au départ, je vais essayer de suivre les plus rapides». Fait que là, je m'échauffe avec Samuel, encore une fois, un coureur que j'apprécie vraiment beaucoup. On s'échauffe ensemble, on jase, on parle un peu de stratégie, on se dit: «OK, un sub 31, on serait contents tous les 2».
Puis on verra pour le sub 30 plus tard, etc. C'était drôle d'avoir cette discussion-là avant la course. Je dis, écoute, moi, j'en sais rien ce que je vaux aujourd'hui, là, tu sais, j'ai pas couru, tu sais, je sais pas si je suis en forme, là, j'aime ça courir, j'ai envie de courir vite, mais je ne sais pas si ça va performer. Donc là, l'échauffement se passe bien, température idéale, tu sais, il fait 9 degrés, on peut courir en camisole. Moi, j'ai mis des petites manches parce que, tu sais, on sait jamais trop pour la température, puis, mais l'avantage, c'est que tu n'auras pas trop chaud, pas trop de vent, tu sais, c'était vraiment confortable. Et là, le départ est sonné, puis là, ça part très vite. Ça part très, très vite. Le premier kilomètre, on l'a fait en 2,53 de pace. Et Puis là, tabarnouche. puis là, j'avais pas regardé ma montre. Ma stratégie de ce jour-là, c'est Aurélien, tu ne regardes pas ta montre. Écoute, ça dure 30-31 minutes là. Je me dis, ça Ouais, sert à rien de regarder ma montre. Donne tout ce que tu as, suis le maximum. La même stratégie que le demi, suis au le maximum feeling. que tu peux, au Ouais. feeling, puis profite de l'événement, profite de l'expérience, puis tu verras ce qui se passe. Le 2,53, je l'ai vu quand je suis arrivé, que j'ai regardé mes stats, mais j'avais aucune idée qu'on courait à cette vitesse-là. Je me dis, oh là, c'est rapide et tout ça. Tu sens dans la foulée et tout ça. Mais j'étais quand même confortable. Tu sais, on dirait que c'est un effort que je me dis, OK, je pense pas que je vais sauter au deuxième kilomètre, je pense pas que je vais sauter au troisième. Je pense que je suis capable d'essayer de tenir ce pack-là le plus longtemps possible. Puis chose est que quand on est parti, il y en a trois qui sont partis en avant, on était quatre à suivre. On se relayait, ben, il y en a deux qui étaient principalement en avant. Mais en fait, on est resté vraiment les top 7 là. On était toujours les top 7 en avant. Fafard est parti tout seul après, tout devant. Puis là, on s'est retrouvé un pack de 6 qui étaient les mêmes depuis le début. Là, ça s'est relayé par moment. Puis quand tu arrives au kilomètre 7-8, tu vois que ça commence, tout le monde est dans le dur, là. Tout le monde donne le maximum qu'il a. Fait que c'est drôle à voir parce que tout le monde pète. Tu sais, tout le monde a un écart où il y a un relais qui se passe, hop, tu sautes, tu es 2 mètres plus loin, 3 mètres. Puis là, hop, tu donnes l'effort, tu reviens. Puis là, c'est le suivant qui pète. OK, il est 3 mètres derrière, tac, il met l'effort, il revient. Et quand on arrive avant la dernière ligne droite de l'arrivée, c'est 1,5 km jusqu'à l'arrivée. Il y a le dernier virage, en fait, là, on est pas mal regroupés. Il y avait Pierre-Loup, par contre, qui était parti en avant. Euh, Puis là, en fait, dans le dernier virage, moi, j'avais pris le relais à ce moment-là. Puis là, tu donnes tout jusqu'à l'arrivée. Moi, je pouvais plus rentrer d'air plus que je. Tu sais, t'as pas mal aux jambes sur un 30 km, mais on dirait que c'est vraiment pulmonaire, cardiaque. Là, à un moment donné, moi, ma limitation ce jour-là, c'était pas du tout musculaire. C'est vraiment l'air ne rentrait plus. Là. J'ai donné tout ce que je pouvais jusqu'à la ligne, mais je pouvais pas courir littéralement plus vite. Là, c'était impossible que je cours plus vite. Euh, Puis j'ai passé la ligne, donc j'ai fini sixième. Et là, le temps, j'ai mis plusieurs jours à m'en rendre compte, là, mais c'était 30 minutes 22. Fait que là, je me dis, shit, là, j'ai couru 30 minutes 22 sur un 10 km, on est proche du sub 30 pour une vitesse que je m'entraîne jamais à l'entraînement. Tu sais, c'est une vitesse que j'ai jamais fait. Je vais le faire, mettons, en descente, en faux plat descendant sur un 500 mètres, là. Puis Mais quand quand je tu m'en. n'es pas préparé en plus pour ça Ben, optimalement, exactement. Puis quand j'ai passé la ligne, puis que j'ai réalisé le chrono, ben, en fait, j'ai même pas réalisé tout de suite. Ça m'a pris vraiment, comme je te dis, le soir, lendemain, à regarder les temps, à comparer avec des athlètes que je connaissais en France, de dire, OK, ces gars-là, ils s'entraînent depuis des années sur 5-10 000. C'est quoi leur temps, tu sais, de référence? Puis là, je regarde leur temps, je fais: «Christ, je suis plus rapide qu'eux». J'avais du mal à réaliser que j'avais été capable de courir sans avoir mis l'entraînement pour un 10 km. Un 10 km, ça reste rapide, là, tu sais, moi, ça me faisait 3 minutes de pace, là, sur 10 km. Puis j'arrive toujours pas à comprendre quand je discute avec Marc-Antoine de c'est quoi dans mon entraînement qui a fait que j'étais capable de courir à cette vitesse-là, si je me suis jamais entraîné à cette vitesse-là. Tu sais, oui, je me suis entraîné à aller 3 minutes 10 du kilo, à aller 3,05 sur des intervalles plus courts, mais jamais j'ai fait d'un kilomètre à 3 en minutes de pace. continu. Ouais, ouais, Puis ouais. j'ai jamais fait 3 minutes sur 10 kilomètres, tu sais. Donc là, c'était vraiment fou quand j'ai passé la ligne, mais en tout cas, j'ai réalisé 2-3 jours après, mais c'était incroyable ce temps-là. Puis lui, c'est ma plus belle performance de la saison, littéralement. Euh, et encore une fois, performance que je suis arrivé, je me suis inscrit, puis on verra ce qui se passe. Fait que je pense que Fait cette stratégie-là, je vais essayer de la garder d'autres fois, là, de puis ne pas regarder la montre. à quand un sub 15 sur le 5? Ben là, c'est la question. Il y a peut-être une course dans une semaine et demie. Puis là, je suis en train de me dire, OK, est-ce que je tente un 5 km pour me donner une référence sur 5 km? J'hésite à faire un 5 ou un 15, mais ce serait peut-être le temps aussi de faire un 5 pour me donner des bonnes bases, dire, OK, voici sur 5, 15, 5, Ouais, 10, pour 20. avoir une base, comment partir ta saison? Exact, Qu'est-ce qui est exact. tes nouveaux repères un peu? C'est ça. Puis là, tu sais, techniquement, je suis sub 15, là, parce que dans un 10 km en 30-22, techniquement, tu es capable de faire un sub 15 là-dedans. Mais on va voir, ça dépend toujours du jour J, puis etc. Mais il me restait juste le 5 km à tester. Puis là, pour le coup, je pense que j'ai jamais fait de 5 km officiel. Là, parce que là, j'aurais même pas des anciens temps d'il y a 8 ans pour me comparer. Là, je sais même pas de quoi je suis capable. Fait que
C'est ça, une saison, où finalement l'objectif A, c'est pas très bah, a été réalisé par rapport à ce que j'avais planifié en début de saison, mais est rien comparé aux autres objectifs qui étaient pas planifiés du tout, puis qui sont arrivés comme, c'est des courses extraordinaires pour moi là, où je les ai vécues tellement pleinement, puis avec tellement d'émotions positives où tu vis le moment là. Tu vis pas ton chrono, c'est tu vis le moment, puis le chrono, il arrive au bout de la ligne une fois que tu la passes là Mais c'est fou, et hein, que, mettons, là, on parle juste du côté technique. Tu sais, on pense que la courbe du succès, c'est une ligne qui monte constante. Mais tu sais, en théorie, c'est ça. Mais quand on est dedans, puis quand les choses se passent, c'est jamais ça, hein. Ça monte, oups, il y a une petite rebaisse, une petite rechute, ouais, oh, oh, oh. Fait que tu sais, c'est toujours ça. Puis je trouve que ta saison est vraiment inspirante, là. ouais, puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup appris, ben, justement, c'est sur le mental. Tu sais, comme je te dis, j'ai fait une préparation mentale cette année avec un ami, puis on a fait beaucoup de rencontres dans l'hiver. Après arrivé la saison, on se parlait par message, mais on n'a pas fait d'appel pour, tu sais, jaser de la stratégie, tu sais, qu'est-ce qui va pas, mais on avait comme une discussion, mais tout ça, ça m'a créé comme, OK, la stratégie mentale au travers de comment tu vois la course, de comment tu vois ta saison, comment tu planifies sur le long terme. Je me rends compte après coup que ça a eu un gros impact sur mes performances. Puis Mhm. j'espère que Brandon va l'écouter et je le remercie pour ça parce que ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup tu sais, de succès. Puis quand on a préparé la saison pour ce moment-là, lui aussi, c'était nouveau pour lui, le coaching comme ça. Il a fait une formation et Puis comment il s'appelle pour le plugger? c'est Brandon Rowe. Il est pas coach officiel dans le fond. Il a fait un coaching parce qu'il lui fait des ultras. Il a voulu apprendre à gérer justement la préparation mentale pour lui, puis aussi pour sa job à côté, là, il est ingénieur comme moi. Fait qu'il a fait une formation comme ça. Puis quand il a fait la formation, il m'a dit: «Aurélien, est-ce que tu peux être mon cobaye?» Parce qu'on se parlait à la course, on est des amis de l'université, puis qu'on se parlait, on se donnait des conseils de course et cetera. Puis je dis: «Bien sûr que je veux être ton cobaye, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider là-dedans» et donc je pense qu'il a eu un ou 2 cobayes puis il m'a appris comme ça, il m'a donné des petits cues, des petits indices, des petites choses de routine, de comment tu vois ça, comment tu dois, tu sais, orienter ton esprit par rapport à certaines choses. Ouais, Puis ouais. tout doucement, moi, je suis quelque chose je suis très sensible par rapport à la visualisation mentale et tout le travail, tout ce qui se passe dans nos 2 oreilles là, j'aime beaucoup ça de comprendre dans ma tête à moi là, pas la tête des autres, mais ma Ben, tête à c'est moi, clair, comment je mais raisonne. tu es un ingénieur, fait qu'il faut que tu conceptualises les trucs, là. Exact. Puis quand je Ah ouais, faut puis que la ça soit cour concret. oui, puis la course, j'ai besoin de le visualiser, puis j'ai besoin de comprendre cet aspect-là. Ben Et ouais. ça m'a aidé vraiment à tout cheminer ça et à essayer de mettre de côté de faire des boîtes, puis compiler tout ça, puis à m'apprendre quelque chose. Puis là, quand je passe ma saison que j'ai eue cette année, c'est comme ça que j'ai compris qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est le succès d'une performance. C'est pas nécessairement un chiffre, puis c'est ça où, par le passé, je pense, j'ai apporté trop d'importance à faut que je cours un marathon à telle pace. Puis ça, le problème, c'est que ça te crée une limite mentale parce que Ouais. tu dis, OK, je veux passer le sub, mettons 2:35, 2:30. Mais en fait, c'est que 2:30, c'est un chiffre, c'est une limite. Oui, c'est une limite que tu peux Exact. dépasser, mais c'est une limite. Qu'est-ce qui C'est dit que ça. demain, tu peux pas passer 2:25 avec le même entraînement? Qu'est-ce qui dit que ton 10 kilomètres que j'ai fait dimanche, si je m'étais dit je veux passer dans ma tête là, si je m'étais programmé à dire je passe 31:30, j'aurais fait 31:30. Là, je suis arrivé puis j'ai dit: «Je veux juste aller le plus vite que je suis capable d'aller, donc il y a pas de limite». Et ça, quand tu réfléchis à la façon dont tu perçois comme ça l'effort, puis comment tu appréhendes la course et l'événement, en te disant: «Tu n'as pas de limite» ou tu essaies de faire le maximum que tu peux et tu vas vraiment la seule limite que tu peux aller, c'est ta limite physique, c'est pas ta limite mentale. La limite mentale, tu Exact. ne veux pas l'atteindre parce que tu ne veux pas savoir où est-ce qu'elle est. C'est juste la limite physique que tu vas avoir et quand je dis la limite physique, c'est pas un chronomètre là, c'est la douleur. À C'est quel ça. moment la douleur va être trop intense que tu vas être capable de lâcher? Mais à ce moment-là, c'est encore à toi de dire: «OK, À quel point aujourd'hui». tu es capable d'endurer? Exact. Puis là, tu as mal à ce moment-là. Comment tu es capable de dire: «Ce mal-là, tu vas l'endurer encore plus longtemps, Aurélien. Tu vas continuer Ouais. à l'endurer jusqu'à que tu aies passé la ligne» et ça, je l'ai fait pour le 10 kilomètres et pour le demi-marathon cette année. Les 2 performances que je suis le plus fier cette saison, qui m'ont vraiment marqué, puis qui m'ont vraiment dit: «Aurélien, OK, tu es capable de faire quelque chose encore mieux», parce que ma préparation est pas belle, tu sais. Oui, j'ai fait du volume, mais comparé à quelqu'un qui s'entraîne sérieusement, ma préparation est pas belle. Fait que ce cheminement mental-là, je vais le garder, je vais continuer à le cheminer, tu sais, il va falloir que je continue à mûrir sur qu'est-ce qui s'est passé cette année, comment je le conçois, comment je le conceptualise. Je vais continuer à faire le coaching mental avec mon ami.
et on va voir jusqu'où ça va m'emmener, l'année prochaine, puis les prochaines saisons. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose que mon ancienne coach m'avait dit, puis j'avais tellement trouvé magique. Elle disait, tu sais, courir un 5 km, courir un 100 mètres, c'est la même affaire, c'est juste que ça fait mal plus longtemps. Ça dépend à Exactement. quel point tu es prêt d'avoir mal. Puis moi, je trouvais que ça, c'était écœurant comme mindset parce que c'est quand même ça, parce que, tu sais, quand un de mes amis m'avait dit ça, il dit, tu sais, si tu conditionnes à aller courir 10 km, là, rendu à 12, là, tu vas voir, tu vas être écœuré. Mmh mh. Mmh. Mais c'est ça dans toutes là, les limites. Ouais, puis il faut se préparer à avoir mal, puis tu dis que tu auras forcément mal à un moment donné. Et tu Ouais. sais, c'est exactement ce que tu dis. Quand tu cours un marathon, tu ne cours pas à la même vitesse qu'un 10 kilomètres. Fait que la douleur physique va arriver plus tard, mais elle va arriver à un moment donné, puis tu vas avoir lutté contre cette douleur physique-là, puis après c'est le mental qui embarque. Sur un 10 kilomètres, ça va quand même tellement vite que là, c'est pas une douleur physique musculaire, c'est une douleur pulmonaire que tu as, c'est vraiment pas agréable d'être à son maximum, là. Fait que là, d'un coup, dès le début, tu passes 1 minute, 2, 3 minutes de course, tu es déjà dans la bataille mentale avec ton corps parce que tu dis: «OK, là, ça fait mal déjà». Puis là, mettons, tu supportes ça pendant une demi-heure. Mais si tu fais un demi-marathon, tu vas peut-être supporter ça dans la même durée de temps. Parce qu'avant que ça arrive jusqu'à ce niveau-là, il y a un ultra, c'est pareil, tu sais, tu vas pas arriver dans la première demi-heure. Si dans la première demi-heure, tu es déjà dans la bataille mentale, tu finiras jamais ton ultra. Non. Bon, par contre, la différence d'un ultra, c'est que ça peut durer des heures. Par contre, là, on s'entend que c'est beaucoup plus long, c'est une autre bataille. Mais effectivement, tu arrives toujours que c'est le mental qui doit être le plus fort, puis c'est le mental qui doit te faire passer tout ça. Bon, des fois, il y a des conditions quand tu as vraiment mal aux jambes, là, à un moment donné, tu peux plus avancer, mais quand tes jambes continuent à avancer, puis que c'est juste une douleur ou c'est ton cerveau qui te dit: «Arrête, t'es pas en train de me faire du bien, arrête de courir», bah, tu dis: «Écoute, tais-toi maintenant là, puis c'est moi qui décide», puis tu y vas. Puis avant de parler de ton nouveau coach, là, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, puis qui a des objectifs pour 2024, puis qui est prêt à tout casser. Et premièrement, c'est un de se faire confiance, puis de 2 c'est surtout d'avoir toujours une attitude positive à l'entraînement. Ça, c'est une chose que j'ai aussi Ah réalisée cette ouais, année. C'est tellement. que les années précédentes, tu arrives des fois dans des moments de mou, puis tu es là, OK, ça, tu te questionnes. Non, il faut qu'à chaque jour, tu te dises, peu importe comment se passe ton entraînement, c'est pas grave, faut accepter des fois, tu as des jours qui sont pas bons, là. Puis cette année, avec ma blessure notamment, tu sais, j'ai commencé à builder mon entraînement dès le mois de janvier, à faire beaucoup de ski de fond. Tu arrives fin février, clac, je me fais une luxation. Tu sais, j'aurais pu tomber au fond du trou à me dire: «OK, ma saison est finie parce que là, j'ai plus d'épaule, ça va me prendre des mois de rééducation de l'épaule, je vais pas pouvoir courir correctement». Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, bah oui, tu es sous morphine, tu fais rien. Le Tu as surlendemain, trouvé j'étais une sur mon solution. vélo et je suis en train de me dire: «OK, surlendemain, c'est sur le vélo, le jour d'après, écoute, tu vas faire de l'elliptique le matin parce que je voulais doubler mes entraînements». Fait que le surlendemain, tu vas faire de l'elliptique parce que je pouvais pas être tout le temps sur le vélo à un moment donné. Tu vas faire du vélo, après le surlendemain, tu vas faire, mettons de la muscu, tu vas être sur les jambes et cetera et cetera. Fait qu'il faut vraiment avoir une approche qui est tout le temps positive à l'entraînement, qui est garde ton objectif en tête. Si c'est un nombre d'heures que tu planifies, une stratégie, peu importe la façon dont tu planifies ton entraînement, mais c'est toujours d'avoir une approche de ne lâche pas, donne tout ce que tu as, puis ça va finir par payer. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est pas défonce-toi à chaque entraînement. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai beaucoup appris cette année, puis c'est une chose que j'avais voulu essayer. On parle toujours de courir lentement. Puis c'est drôle parce que c'est un précepte que tout le monde parle, tout le monde dit, puis personne fait parce qu'on dirait que c'est chiant de courir lentement. Ouais, Cette année, je me suis dit: «J'ai pas le choix de courir lentement parce que je veux augmenter mon volume. Fait que si je veux augmenter mon volume, j'ai pas le choix de réduire l'impact sur mes jambes». ouais. Et bon, il y a eu ma blessure, donc là, j'ai pas le choix aussi de réduire l'intensité, mais dans mon volume global, tu sais, je m'entraîne entre 15 heures, mon horaire minimum, c'est 15 heures de sport par semaine, course et vélo, puis je suis monté à des 18 heures dans l'été pendant plusieurs semaines. Fait que ça commence à faire un gros volume. Mais là, que ce soit en vélo ou en course, il y a l'impact qu'on met sur les jambes, mais il y a aussi le rythme cardiaque. Fait que tu peux pas dire à ton cœur, qui est un muscle aussi, bat tout le temps à 160 pulsations. Il va jamais tenir. Fait que le principe de cours, entraîne-toi lentement. En fait, c'est pas juste cours, ça peut être le vélo, mais c'est entraîne-toi lentement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement accepter. Cette année, je me suis dit, je me fais du mal, puis je vais accepter de courir entre guillemets lentement. Puis là, je me suis dit, OK, quand je vais faire mes jogs, là, je peux courir à 5 minutes du kilo, là. Je me mets un podcast. J'ai des bons amis qui font des podcasts. Je me mets des podcasts dans les oreilles, heu, je me mets de la musique douce, peu importe, quelque chose qui t'évade, puis tu cours lentement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai intégré cette année. Fait que toujours garder une approche positive à l'entraînement, garder le fait que même si tu cours lentement, c'est le moment de t'évader mentalement. C'est peut-être pas là où tu vas te dépenser physiquement dans le sens où tu as envie d'exploser, mettons le surplus d'énergie que tu as, mais malgré tout, tu es dehors, tu profites, tu es pas à l'intérieur sur ton canapé,
Fait que ça, c'est quelque chose qui vont te permettre de performer parce que tu vas pas générer d'impact. Fait que ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais, pour l'entraînement. OK, excellent. Puis là, parlons du fameux coach. Ouais, alors là, ça fait des années que j'ai pas de coach. En fait, j'ai jamais eu de coach. Je pensais pas un jour en avoir. Puis à un moment donné, cette année, quand j'ai planifié ma saison, tu sais, quand je dis planifier ma saison, c'est donner des objectifs, c'est de voir qu'est-ce que je change dans mes routines quotidiennes pour améliorer puis performer, tu sais. Mettons, être concentré sur le sommeil, l'alimentation, tu sais, des classiques, mais qu'il faut vraiment appliquer. À un moment donné, c'est bien beau de connaître ces principes-là, mais il faut les appliquer. Fait que j'ai commencé à en mettre bout à bout. Ça a marché ma saison. Mais je m'étais dit à un moment donné, si jamais je performe à un bon niveau, pourquoi pas un jour prendre un coach. Mais cette année, comme j'ai vraiment passé un cap qui est beaucoup plus haut que ce que je pensais, tu sais, je me suis surpris moi-même à courir un demi-marathon aussi vite, un 10 kilomètres aussi vite, un marathon demi-mesure, mais un marathon intéressant quand même. Je me suis dit maintenant, si je veux passer un nouveau cap, beh là, ça me prend une structure. Puis pour prendre une structure, ça prend un coach. Et mon travail est aussi prenant. C'est j'adore mon travail, j'ai très bon cadre de travail, mais malgré tout, ça te génère un petit stress, puis aussi une charge mentale à côté. Puis Ouais, quand on dit qu'on s'entraîne 15 heures en plus de ça, tu sais, tu as un job de 40-45 heures d'un côté, puis tu as ton entraînement de 15 heures qui peut monter jusqu'à 18 parfois. Tu sais, ça fait des grosses semaines. On parle des semaines de 60 heures où tu es tout le temps en train de soit travailler pour la job, soit t'entraîner. Et t'entraîner génère une réflexion mentale. Ça génère une ouais, charge mentale. c'est Fait que je me clair. suis dit, l'année prochaine, si je veux performer puis essayer d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux que cette année, j'ai des résultats qui étaient fous. Je me dis l'année prochaine, si je veux vraiment me donner réellement plus de limites, puis aller aussi loin que je peux, il va falloir que j'enlève aussi une charge mentale par rapport à ça. Et il va falloir que je me donne la structure avec quelqu'un qui connaît l'entraînement, puis qui est capable de me dompter un petit peu. Parce que moi, je m'entraîne tellement au feeling que, à un moment donné, si je veux passer le nouveau cap que je voudrais passer, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui me structure ça. Fait que là, cette Mhm. année, je me suis dit, je prends un coach. Là, c'est sûr, j'avais plusieurs coachs en tête, mais j'ai fait plusieurs courses où Marc-Antoine était là. Marc-Antoine faisait déjà partie dans la liste de choix des coachs. Mais depuis que j'ai couru le demi-marathon, c'était une évidence que c'était Marc-Antoine, tu sais. J'ai couru avec lui, tu sais, quand tu cours une course pendant 21,1 km, ben, en fait 18,5 km, après il m'a lâché, mais pendant Le 18,5 tu champion qui cours, t'encourage. qui t'encourage, donc tu vois toute Ouais. l'attitude qu'il a au travers de ça. Tu sais, tu oublies le côté coach, mais tu vois vraiment la valeur humaine et sportive. Je me suis dit, OK, déjà, ça me rejoint énormément. C'est quelqu'un qui court pas, oui, il va courir pour le chrono, mais il court aussi pour les valeurs humaines et sportives. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rejoint. Fait que ça rentrait dans mes premiers critères. Deuxième critère, c'est quelqu'un qui a une formation en enseignement d'éducation physique. Fait que c'est quelqu'un qui a une connaissance scientifique de l'entraînement. Fait que ça, c'était important pour moi. Tu sais, moi, je suis ingénieur, fait que la science au travers de ça est importante. Puis je veux pas quelqu'un qui fasse sur les sensations ou une expérience quelconque. C'était important pour moi que quelqu'un ait une connaissance scientifique au travers de ça pour être capable de se challenger lui-même et de remettre en cause tu sais, sa façon de coacher avec l'évolution de la science. Fait que ça, Ouais. Marc-Antoine a cette expérience-là. Et l'autre point aussi, c'est un athlète de haut niveau, Marc-Antoine, qui expérimente actuellement aussi beaucoup sur lui-même. Puis je l'ai vu courir. J'ai vu à quel point il est capable de se déchirer. Et je sais à quel point il est capable de tester des plans, puis voir jusqu'où ça le mène. Puis ça, c'est l'autre raison pourquoi je veux, c'est que c'est un athlète de haut niveau qui va aller le plus loin possible dans ses limites et qui va repousser la limite mentale le plus loin. Tu sais, je l'ai vu au demi-marathon, comme il s'arrache, et je me dis, OK, c'est un coach comme ça que je veux. Et bien Ouais. sûr, bah, le quatrième point, tout simplement, c'est le coup de cœur, hein. J'ai eu un coup de cœur pour Marc-Antoine. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi, pour la saison prochaine. Et un truc que tu me dis que j'ai entendu sur les réseaux sociaux d'un coach il y a une semaine, puis je trouvais ça tellement bon. Le coach, il disait, tu sais, quand tu demandes conseil à quelqu'un, méfie-toi tout le temps qui est la personne qui te donne un conseil. Mmh. Tu sais, puis là, tu vois quelqu'un comme lui qui applique ses trucs, puis que, tu sais, c'est d'une évidence que ça fonctionne, là, tu sais. Mais si on regarde le passé de Marc-Antoine, tu sais, si je ne me trompe pas en année, en année, c'était un très bon athlète. Puis si je ne me trompe pas, c'est en 2020 ou 2021 qu'il a commencé à faire des temps de référence sur demi-marathon. Puis tu sais, c'est en s'entraînant lui-même, puis en essayant de faire des essais-erreurs sur lui-même avec la connaissance qu'il avait de l'entraînement. Puis tu vois, cette année, il l'a prouvé en faisant son tout premier marathon. Il a planifié lui-même son entraînement, il l'a buildé up. J'ai suivi comment il a buildé up son entraînement progressivement, 130, 140, 150 récup, 130, 140, 150 récup, et cetera. Puis avec des séances vraiment clés, et cetera.
puis il arrive à son tout premier marathon, puis il fait 2h19. Fait que quand tu vois un coach qui est capable de faire ça et sur son premier marathon, il ne se loupe pas, puis il performe, puis je sais qu'il est allé loin mentalement, puis physiquement, il était dans la condition qui était prête parce que son entraînement était parfait, là. Ben, c'est forcément un coach comme ça que tu veux, là, tu sais. Fait que, C'est clair. fait que je suis très fier de pouvoir collaborer l'année prochaine avec lui. Là, on va commencer quelque part en janvier, là, ça va être après mon opération de l'épaule. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, tout l'apport et la connaissance qu'il va me donner. Puis là, je vais lui donner le champ libre de, écoute, entraîne-moi là, puis je te fais 100% confiance. Cool, super. Puis, écoute, c'est quoi le mot de la fin? Est-ce qu'on se reparle à la fin 2024? On peut se parler en fin 2024, puis pourquoi pas avec Marc-Antoine, si jamais la saison se passe bien, puis que ça marche bien, on pourrait se faire un petit duo. Ouais, super. Ben écoute, hey, merci de ton deuxième passage sur le podcast. Félicitations pour ta saison de feu, là. Tu as vraiment ton attitude positive, comme tu dis. C'est tellement. Je pense que c'est tellement une clé parce que, tu sais, moi, un moment donné, je me rappelle dans une phase de ma vie, je me disais, ah, j'ai pas d'énergie pour aller m'entraîner. Mais ça revient au conditionnement mental que tu Mhm. disais tantôt. Je me dis, ben oui, je me dis que j'ai pas d'énergie, fait que j'ai pas d'énergie. C'est con, mais un moment donné, j'ai comme fait le déclic. Je me suis dit, ben non, j'ai de l'énergie. Puis là, j'ai Et vraiment fait le switch. Puis ben, crime. pour Le, le, rebondir, pour le rebondir là-dessus, tu sais, pour caser mes heures d'entraînement avec mon travail, puis tu sais, la vie autour, etc., t'as pas le choix de doubler tes entraînements. Fait qu'à partir du mois d'avril-mai, j'avais commencé à m'entraîner les matins, tu sais, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Puis là, ça fait 4 mois, je m'entraîne tous les matins de la semaine, avant la job, puis le soir à nouveau. Tu sais, je pense que je double 5 jours semaine en semaine, mes entraînements. Mais tu sais, quand tu te lèves à 4h30, 5 heures du matin, c'est pas agréable, tu sais. Mais ouais, malgré tout, tu pourrais dire, ah, le réveil sonne, j'arrête. Non, le réveil sonne, profites-en, là. Tu sais, c'est le moment d'aller courir. Peut-être exact. ça va être difficile les 10 premières minutes, le temps de te réveiller correctement, le temps que le café fasse effet. Si t'as pas envie de faire un intervalle, fais-en pas. Tu sais, moi, le matin, je fais pas d'intervalle. J'ai pas le goût à ça. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire l'intervalle l'après-midi. Mais lève-toi, tu sais, donne-toi l'énergie pour ça. Oui, tu es fatigué, mais tu vas voir qu'une fois que tu auras couru, tu seras tellement heureux d'avoir couru le matin, d'avoir saisi tu sais, les premières lumières du jour. En plus, c'est des moments qui sont incroyables, là. Fait que des fois, Ouais, c'est donne-toi un coup de pied au cul. Tu es fatigué peut-être, mais si tu veux avoir tes objectifs puis les atteindre, donne-toi la condition puis l'énergie pour ça. Fait qu'un petit coup de cul, un petit coup de pied au cul, là, puis tout ça avance. fait toute la différence. Exactement. Ouais. Cool, super. Ben écoute, hey, merci beaucoup de ton Merci beaucoup, passage. Jeff. Puis, ben, bonne continuité. Tu es vraiment sur une bonne lancée. Puis, tiens-moi au courant pour ton 5 km. Là, je vais poster ça au moins sur la Ouais, ben, page je suis pas engagé officiellement Facebook. encore, là, mais il y a Si des ça a chances que je fasse lieu. un. Ouais, c'est ça. Ben là, je te mets pas de pression, là. Non, non, c'est bon. Merci, Jeff. Super, merci. Salut, là.